Dans mon dernier vidéo, je réagissais à la bande-annonce de Victorian Psycho. Il y a un moment où le maître de la maison, il amène une momie puis il y a des balles devant tout le monde. Puis je disais, hey, ça c'est vrai, les gens à l'époque victorienne, ils faisaient vraiment ça. Donc en fait, ça m'a donné l'idée de juste faire une vidéo sur toutes les affaires weird qu'on a faites avec des momies. Parce que les Européens, là, pendant quasiment 900 ans, là, ils ont fait des affaires vraiment étranges avec les momies, puis je voulais juste en parler. On les a mangées, on en a fait de la peinture, on les a déballées en soirée pour divertir tout le monde. Et il y a aussi la fameuse malédiction de Toutankhamon, là, mais ça, je pensais peut-être faire une vidéo séparée là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de stock à propos de ça. Partie 1. Les Européens mangeaient des momies. Bon, on commence par le plus gros. Du 11e siècle jusqu'au début du 20e siècle, donc à peu près 900 ans, les Européens ils broyaient les momies pour en faire de la poudre qu'ils consommaient comme médicament. Donc je répète, 900 ans de médecine à base de momies. Puis la partie la plus malade, c'est que ça a commencé à cause d'une erreur de traduction. Au 10e siècle, un médecin persan qui s'appelle Rhazès décrit une substance médicinale qu'il appelle mumia. C'est du bitume, genre un goudron naturel qui soigne des rochers en Perse. Ça existe pour de vrai, ça avait probablement des propriétés médicinales réelles. Le mot vient de mum, qui veut dire cire en arabe, donc ça n'a rien à voir avec les momies. Sauf que au 11e siècle, un autre médecin persan qui s'appelle Avicenne utilise le mot mumia pour la même substance résineuse. Et quand les traducteurs européens commencent à rendre les textes en latin, quelque chose fort. Ils voient mumia, ils voient les momies égyptiennes, qui sont couvertes de résine noire et collante, puis ils font le lien. Mauvais lien. À cette heure, dans la tête des Européens, les momies égyptiennes sont la mumia. Donc, elle guérit toutes. Maux de tête, douleurs internes, épilepsie, plaies ouvertes, saignements, fractures, bubons de la peste. T'as un problème? La mumia te règle ça. Puis là, la demande explose. Au 16e siècle, chaque pharmacie bien garnie d'Europe vend la poudre de momie. Le London Pharmacopoeia de 1618, le catalogue officiel des médicaments approuvés en Angleterre, liste la momie comme remède essentiel. Les médecins la prescrivent, les riches la prennent mélangée avec du chocolat ou de l'alcool, puis les pauvres, eux, en tisane mélangée avec de l'eau chaude. Et la compagnie pharmaceuticale Merck, oui, le Merck qui existe encore aujourd'hui, vendait encore de la vraie poudre de momie égyptienne au kilo en 1908. 1908! C'est pas le Moyen-Âge, là. C'est genre 16 ans, c'était avant la naissance de ta grand-mère, là. Donc, évidemment, la demande dépasse l'offre. L'Égypte se fait piller à une vitesse industrielle. Les voleurs de tombes vident les catacombes aussi vite qu'ils peuvent, mais même à là, c'est pas assez. Donc, il y a une nouvelle industrie qui se développe, l'industrie des fausses momies. Donc, il y a des fabricants qui commencent à prendre des corps de criminels exécutés ou de gens pauvres qui sont décédés de maladies. Ensuite, ils recouvrent de bitume, ils les enterrent dans le sable, ils les font sécher au soleil, puis ils les vendent comme des momies égyptiennes. Et comme de fait, il n'y a pas vraiment personne qui vérifie l'authenticité des momies. Il y a aussi le médecin suisse Paracelse, une des figures les plus influentes de la médecine au 16e siècle, qui publie une théorie comme quoi les corps frais marcheraient mieux que les anciens. Son candidat idéal? Un gars jeune, en santé, de préférence roux, mort soudainement à 24 ans. J'ai comme un feeling que Paracelse serait genre vraiment Amy Riverdale. Hein? Et il y a aussi des bourreaux qui commencent à vendre des fioles de sang chaud directement sur les condamnés après l'exécution. Les épileptiques font la file au bas de l'échafaud pour en boire pendant que c'est encore tiède. Ça, c'est une erreur de traduction. Ok, donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Donc, les questions à ce stade, comment est-ce que ça a arrêté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prouvé que ça marchait pas? Et le pire, c'est que la réponse, c'est pas vraiment. Donc, le premier facteur, la fraude a tué la confiance. Quand le monde a commencé à réaliser que la majorité de la momia sur le marché venait pas vraiment de pharaons, mais plus comme de criminels exécutés ou de gens pauvres morts de maladie, la réputation du produit, elle a genre vraiment pris le bord. C'est pas vraiment que ça marchait pas, tu sais, c'est juste qu'on savait pas ce qu'on achetait. Ensuite, pour le deuxième facteur, on a le siècle des Lumières. Au 18e siècle, la médecine commence à se demander, ok, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? On n'est pas encore rendu au stade avec les études cliniques, par exemple, sauf qu'on commence à douter des vieux remèdes et de leur efficacité. En 1718, un médecin anglais qui s'appelle Quincy dénote dans ses notes que la mumia est maintenant hors de prescription et le consensus balance.
Pour le troisième facteur, les momies deviennent des artefacts. Ça, en fait, c'est un des facteurs les plus intéressants. Donc, en 1798, Napoléon y envahit l'Égypte. Il amène avec lui une gang de savants qui vont documenter tout ce qu'ils trouvent. Puis là, ça vient la naissance de l'égyptomania. Donc, tout le monde en Europe se met à capoter sur la culture et l'Égypte. Donc, les momies, qui avant étaient un ingrédient, deviennent maintenant un trésor culturel. Donc, les gens, ils veulent les mettre dans les musées, les étudier, les préserver, donc plus les broyer. Tu sais, on peut pas broyer quelque chose qu'on souhaite justement étudier puis préserver. Là. Et pour le quatrième facteur, en fait, l'éthique a suivi en dernier. Donc, il y a des historiens qui l'ont noté, il y a très peu de gens, en fait, qui semblaient perturbés par le fait qu'ils mangeaient des humains avec la momia. Ce qui a vraiment mené au déclin, c'est plus un doute sur l'efficacité, sur la provenance et un changement de culture, de perspective envers l'Égypte en soi. Partie 2, le brun momie. Donc, cette partie-là est quand même assez fascinante parce que vous avez probablement vu des tableaux qui ont été peinturés avec de la mumia. À partir du 16e siècle, les artistes commencent à utiliser une teinte qui s'appelle le brun momie ou des fois le brun égyptien dépendamment. C'est une espèce de teinte brun chaud qui est vraiment bon, ironiquement, pour faire des teintes de peau, des glacis ou des carnations. Elle est utilisée par les pré-raphaélites, le courant artistique du 19e siècle où ce que les gars ils peignaient des scènes médiévales avec une précision quasiment photographique. Elle est aussi utilisée par Eugène Delacroix. Tu sais, le fameux tableau La liberté guitare de peuple, là, qui est sur le cover de l'album de Coldplay, là, potentiellement peint avec du Mummy Brown. C'est utilisé par des dizaines de peintres européens et, comme son nom le mentionne, c'est fabriqué à partir de vraies momies. La recette? On broie de la chair d'une momie, on mélange avec de la résine blanche et de la myrrhe, on obtient une pâte brune qu'on dilue dans l'huile. La transparence vient des résines utilisées pendant l'embaumement. Plus la momie est vieille et bien préservée, meilleure est la couleur. Un chimiste britannique du 19e siècle a calculé qu'une seule momie peut fournir à peu près 20 ans de peinture. Là où ça vient vraiment accroche, il y a beaucoup d'artistes qui savaient même pas d'où ça venait. Le peintre pré-raphaélite Edward Burne-Jones utilisait le Mummy Brown depuis des années. Il savait pas d'où ça venait. Il pensait que c'était juste un nom comme rouge carmin ou bleu prusse. Pas genre une description littérale. Puis un soir de souper, l'artiste Lawrence Alma Tadema lui apprend l'origine de la peinture du Mummy Brown. Puis Burne-Jones, il le croit pas, mais l'autre, il insiste vraiment et il réussit à le convaincre. Il lui dit qu'il a vu un fabricant broyer lui-même devant lui une momie pour fabriquer la teinte de la peinture. Burne-Jones, il rentre chez lui, il capote. Le lendemain matin, il prend son pot puis il décide de l'enterrer dans son jardin. Son neveu est là, il s'appelle Rudyard Kipling. Oui, le Kipling qui a écrit le livre de la jungle. Puis dans sa biographie, en fait, il mentionne ceci. Il dit « Il est descendu en plein jour avec un tube de Mummy Brown dans les mains, en disant qu'il venait de découvrir que c'était fait pharaon mort et qu'il fallait l'enterrer en conséquence. » Puis là, ils l'ont tous enterré ensemble dans le jardin comme une genre de petite funéraille. Le brun momie a continué à être vendu jusqu'en 1964. 64, là. C'est quand même vraiment récent. Là. Le gérant du dernier fabricant londonien, C. Robertson, a mentionné qu'en fait, il en faisait plus parce qu'il y avait plus de momies. Il a dit la citation suivante. « On a peut-être quelques membres qui traînent quelque part, mais pas assez pour faire de la peinture. On a vendu notre dernière momie il y a quelques années pour, je pense, 3 livres sterling. On n'aurait peut-être pas dû, on n'en trouve plus. » What? 3 piastres. 3 piastres. Pour une momie. Genre en 1960. Absolument insane. Partie 3, les soirées de déballage. Donc, les soirées de déballage de momies. Honnêtement, c'est tellement farfelu là, qu'on dirait que c'est une joke. Là. Au 19e siècle, dans la haute société britannique, les gens aimaient organiser des parties de déballage de momies. Donc, genre, t'invites tout le monde, t'invites tous tes chums, aussi, faites le party, puis là, tu sors la momie, puis let's go, tu te déballes ça devant tout le monde. Pour comprendre comment on s'en est rendu là, en fait, faut revenir sur, comme j'ai mentionné précédemment, l'égyptomanie. Donc, en 1798, Napoléon y envahit l'Europe. Il amène avec lui 150 savants, des auteurs, des cartographes, des dessinateurs. Puis ensuite, il publie la Description de l'Égypte, une encyclopédie monumentale qui décrit tout ce qu'ils ont vu. L'Europe capote. Donc, les riches commencent à voyager en Égypte, puis en revenant, ils ramènent des souvenirs, des obélisques, des petites statuettes, des petites pyramides, et pour les excentriques fortunés, une momie. Les marchands égyptiens, ils s'adaptent vite. La demande est tellement forte que les agences de voyage locales font venir des momies des régions moins visitées pour les placer dans des sites touristiques populaires. Genre un kiosque à souvenirs, mais avec des cadavres. Honnêtement, je fais juste imaginer le gars qui est comme « Ok, let's go, si on ramène la momie à la maison. Linda, elle va capoter! » Tu sais, c'est absolument insane. Mais une fois rentré en Angleterre avec ta momie, là, qu'est-ce que tu fais? C'est là que rentre en jeu
Thomas Pettigrew. Pettigrew, c'est un chirurgien, un antiquaire et un auteur, puis pas mal malgré lui, il va devenir le gars du déballage de momies. Donc en 1821, il s'installe avec un groupe de scientifiques puis il déballe une momie avec eux. Ça reste fait comme de manière scientifique et assez respectable. En 1834, il organise un événement au Royal College of Surgeons à Londres. C'est sold out. Des aristocrates, des diplomates, des artistes, des amis proches de Charles Dickens, l'archevêque de Canterbury lui-même peut pas rentrer parce qu'il y a trop de monde. Donc le format est simple. La momie est couchée sur une table. Pettigrew, il donne une lecture sur l'Égypte ancienne, puis ensuite, il commence à la déballer tranquillement. Le corps se met à se révéler avec des bijoux, des amulettes, puis il commente sur les choses qu'il découvre. Il y a des morceaux de bandelettes couverts de résine puis d'épices qui se passent à travers la salle parce que les gens ils peuvent les toucher puis les sentir. Il y a aussi des verres de sherry puis de madère qui se font passer parce qu'apparemment les Victoriens avaient besoin d'être pas mal sous pour regarder une momie de 3000 ans se faire déballer devant eux autres. Pettigrew il devient tellement connu qu'on l'appelle Mommy Pettigrew. Honnêtement, ça risque de m'arriver si je continue à faire des vidéos où je parle de momie. Là. Mais appelez-moi pas Mommy Karine. Là. Ben à moins que ça vous tente. Là. OK. Non, en fait, sa réputation a grandi au point que le duc d'Hamilton, il vient le chercher puis il dit « Je veux que tu me momifies et que tu m'embombes à ma mort. » Puis Pettigrew, il accepte. Le duc est enterré en 1852 dans le sarcophage d'une princesse anonyme qu'il avait acheté en France. Un duc britannique dans un sarcophage de princesse égyptienne, momifié par le gars qui faisait des soirées de déballage de momies. Ça, là, c'est victorien au bout, là. Donc, évidemment, le format, il se popularise. Les particuliers fortunés organisent des soirées chez eux, un peu moins solennelles là, que celles de Pettigrew, comme qu'on a pu voir, là, justement, dans le trailer de Victorian Psycho. C'est des soirées privées qui sont souvent très, très, très arrosées et loud. Qu'est-ce qui restait des momies en soirée après? On sait pas vraiment, là. Il y a pas beaucoup de témoignages loquaces là-dessus. Mettons qu'ils s'en occupaient pas avec beaucoup de respect. Donc, les soirées commencent à se démoder autour du début du 20e siècle. Surtout parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même pas très nice de maltraiter un corps humain, mais aussi parce que Pettigrew faisait toujours le même show, donc les gens commençaient à trouver ça ennuyant. Le dernier déballage de momies a été organisé en 1908, ce qui honnêtement est quand même assez récent, là. Organisé par Margaret Murray, la première femme nommée chargée de cours en archéologie au Royaume-Uni. Elle attire 500 personnes, elle se fait critiquer par les journaux, puis là, la mentalité commence à changer. Donc, recap. Les Européens ils ont mangé des momies pendant 900 ans à cause d'une erreur de traduction, puis ils n'ont pas arrêté parce qu'on prouvait que c'est inefficace ou rien. Ils ont juste arrêté parce que culturellement, le statut des momies a changé pour devenir un artefact culturel. Ils en ont fait de la peinture jusqu'en 1964, puis ils ont déballé en soirée pour se divertir jusqu'en 1908. La momie égyptienne, c'est un symbole de la mort partout dans le monde. Dans les films, dans le folklore, dans l'imaginaire. Mais la vraie horreur autour des momies, elle vient pas de l'Égypte ancienne. Elle vient de nous. Honnêtement, si le sujet t'a accroché, je te conseillerais vraiment d'aller lire sur l'égyptomanie victorienne. C'est une espèce de rabbit hole sans fin. Là. Et si t'as des suggestions du même genre, là, comme fait historique qui donne vraiment le goût de laver tes mains, vous pouvez me les recommander dans les commentaires, puis je pourrais peut-être faire une vidéo dessus. Donc, comme à l'habitude, merci de votre écoute. N'oubliez pas de boire de l'eau, restez hydraté. Merci, bye!